Bonjour à tous, on est parti pour la correction du TP de pfSense qui nous a été donné par Monsieur Saban. Je sais qu'il a été horrible pour bon nombre d'entre vous, on est très peu à avoir approché la fin, voire encore moins à l'avoir terminé. Donc j'espère que ce TP et cette correction va vous aider à un petit peu mieux comprendre et appréhender pfSense. C'est parti. Alors pour commencer c'est très simple, on va devoir installer toutes les VM qui vont nous servir à réaliser le TP. J'en compte 4 personnellement, donc on va commencer par évidemment l'APFSense qu'on installera tous ensemble, le serveur Windows, le client Windows et un client Ubuntu. Donc nous allons commencer l'installation de pfSense, donc on est arrivé juste au moment où vous avez nommé votre pfSense, vous avez indiqué votre emplacement d'ISO, vous allez devoir dans un premier temps rajouter une deuxième carte réseau. Donc vous aurez votre première carte réseau qui sera donc en NAT. Donc en gros le NAT ça sera l'équivalent de votre WAN si vous voulez. Et vous allez donc ajouter une deuxième carte réseau qui sera donc une carte réseau Network Adaptateur 2, vous la voyez ici, qui sera elle en LAN segment. Pour l'instant, il n'y a pas de DMZ, on va pas la créer maintenant, ça sera plus tard. Et vous avez juste à fermer, vous voyez, Network Adaptateur, LAN segment et NAT. Vous faites Finish. Donc après un court laps de temps, on va tomber donc sur cette image. On va donc accepter avec la touche Entrée. On va installer pfSense. On va venir sélectionner évidemment le clavier français. Donc on descend jusqu'à trouver French. Continue with FRKBD Keymap. Et là, on va donc installer. Donc on a le choix entre ZFS et UFS. C'est en gros des systèmes de fichiers globalement. On appuie sur Entrée directement, peu importe. Et là, ça lance donc l'installation. Donc là, on va dire non, on ne veut pas ouvrir de shell. Et on va reboot notre pfSense. Une fois ceci fait, on arrive donc sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc notre carte réseau WAN et notre carte réseau LAN. Donc le WAN, je le rappelle, c'est le NAT. Le NAT, il a donc une IP qui va être attribuée par le DHCP de VMware, puisque normalement, il est bien activé. Et du coup, maintenant, on va devoir autoriser à ce que l'interface de pfSense elle soit attribuée donc à 192.168.2.128. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre dans un premier temps dans le shell. Alors moi je l'ai déjà fait, mais vous allez devoir mettre votre clavier en français. Donc pour ce faire, il y a une petite commande à taper qui est pas bien longue. kbd control -l /usr. Alors là, vous pouvez tabuler comme vous voulez. /share /syscons / alors un seul / keymap et fr.iso.kbd. Avec ça, normalement, votre clavier, il sera en français. Ça vous permettra de taper la deuxième commande plus facilement. Du coup, la deuxième commande, c'est très simple aussi. pfSsh avec un S majuscule pour le premier point php. Playback. Hop. Playback. Espace enable allo all one. On appuie sur Entrée et normalement c'est fait. Et donc une fois que c'est fait, on va se rendre sur une page internet tout simplement et on va rentrer notre adresse IP côté WAN. Donc moi ça sera 192.168.2.128. Et comme vous pouvez le voir, normalement, si tout a fonctionné, vous aurez donc votre accès à l'interface pfSense. Si vous avez un petit problème de sécurité puisque la page n'est pas sécurisée, vous avez juste à descendre, à cliquer sur le petit lien et à marquer que vous voulez quand même accéder au site et il n'y aura aucun problème. Et donc comme vous pouvez le voir, là on a déjà terminé la première étape qui est d'installer un pfSense avec une interface WAN et une interface LAN. La prochaine étape, ça va être de configurer donc sur le LAN un serveur DHCP avec une plage d'adresse. Alors pour ce faire, dans un premier temps, on va déjà se connecter à pfSense. Donc le nom de compte de base, ça va être admin et le mot de passe, ça va être pfSense. Donc là, on va avoir un petit peu la page d'accueil. On va devoir faire 2-3 bricoles. Vous inquiétez pas, ça prend pas longtemps. Donc on va cliquer sur Next. Encore cliquer sur Next. Là, on va nommer notre pfSense. Donc moi, je vais l'appeler pfSense1. Local domain, je vais l'appeler par exemple tssr29.local. Primary DNS server, je vais mettre 8.8.8.8 et en deuxième 8.8.4.4. C'est les DNS de base, il n'y a pas de souci. On clique sur Next. Ici, on va venir choisir donc notre fuseau horaire qui est donc Paris. On va cliquer sur Next. Ici, on va rien toucher. On va descendre tout en bas et on va cliquer sur Next. Ici, par contre, on va changer. On va se mettre en 168
.2.1. Moi, je fais ça parce que mon adresse IP 192.168.1.1, ça va être l'adresse de ma box SFR, donc ça va pas le faire. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à vous mettre en .2.1, ça sera bien utile. Du coup, on va encore cliquer sur Next. On va définir un password pour l'admin. Donc moi, je vous le dis, ça sera cfiac en minuscule. Rien de bien compliqué. Et du coup, on va cliquer sur Reload. Alors, on va maintenant s'occuper de notre cher DHCP. Donc l'intitulé exact, c'est de faire donc une plage d'adresse avec 192.168.5.30 jusqu'à 192.168.5.50. Donc dans un premier temps, c'est la première chose qu'on va faire, puisque sinon ça ne fonctionnera pas, c'est qu'on va tout simplement changer l'adresse IP et le réseau dans lequel est notre LAN. Donc là actuellement c'est le réseau .1.1, ça peut être .2.1, ça dépend si vous avez changé ou non. Donc on va mettre 192.168.5.1. Et là, on vérifie bien que c'est en /24 et on sauvegarde. On voit que le LAN a été changé, on applique les changements. Maintenant, on va aller dans Service, DHCP Server, et cette fois-ci, on va changer donc la range de nos adresses IP. Donc 192.168.5.30 jusqu'à 192.168.5.50. Et on va aussi d'ailleurs penser à cliquer sur In Your BootP Queries et on va cliquer sur Save. Voilà, les changements étant appliqués, c'est bon, on a terminé la question 2 qui était donc de configurer un pool DHCP avec pfSense. On va maintenant passer à la question 3 qui est de configurer un DNS Resolver avec dans les hosts override les machines suivantes, donc Cloud 1, Cloud 2 et Cloud 3 avec notre domaine, donc pour moi c'est tssr29.local. Donc on va se rendre tout simplement dans Service et c'est vraiment très rapide. Donc Service DNS Resolver, voilà, je suis déjà dedans. On va se rendre tout en bas. On va aller dans Host Override. On va cliquer sur Add. On va faire nos petits Cloud 1. Domaine tssr29.local. IP adresse 192.168.5.101. Donc évidemment, il faut une adresse dans votre réseau LAN. Et en description, Cloud 1. On va faire un petit save. Ensuite, on peut repartir sur un autre add. On voit que le premier a donc été fait, tssr29.local ici. Cloud 1, on va maintenant faire le Cloud 2. Et on fera évidemment la même chose pour le Cloud 3. Donc là, cette fois, c'est 102. Description Cloud 2. Et on sauvegarde. Ensuite, on redescend encore une fois. Et on va faire le troisième. Et vous voyez, ça a été très vite. En plus, moi, j'ai la chance de pouvoir sélectionner directement les choses, puisque j'ai fait exactement la même chose sur le TP. Et on clique sur Save. Et voilà, on va cliquer maintenant sur Apply Change. Et maintenant, comme on peut le voir, ça a été appliqué. On descend tout en bas. On a bien Cloud 1, Cloud 2 et Cloud 3. Maintenant, on va passer donc à la question 4 qui est de faire une résolution DNS, donc avec NSLookup, depuis une VM Windows 10 des machines Cloud 1, Cloud 2 et Cloud 3. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais maintenant que j'y pense, je vais vous le dire. N'hésitez pas à faire des snapshots de vos VM, notamment sur le pfSense, à chaque étape. Là, par exemple, moi, j'ai fait une snapshot au début de l'installation. J'ai fait une snapshot quand j'ai créé le DHCP et j'ai fait une snapshot quand j'ai créé le DNS. Ça vous permet de revenir en arrière à chaque fois d'une étape en cas de problème. Donc on est sur notre VM Windows. Alors là, il va se poser un problème, c'est qu'on n'est pas dans le réseau LAN, mais qu'on est dans le réseau NAT. Normalement, l'installation de base, ça vous met une carte réseau en NAT. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement changer notre NAT et on va se mettre en LAN dans le LAN segment 1. Je le rappelle, le LAN segment 1, c'est 192.168.5.0. Dès à présent, on est de retour sur notre VM Windows 10 après avoir changé la carte. On va pouvoir vérifier ensemble qu'on est bien dans le bon réseau. Donc je suis dans 192.168.5.30. C'est aussi une bonne occasion de vérifier que votre DHCP fonctionne. En l'occurrence, moi oui, puisqu'il m'a donné ma première IP attribuable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ensemble que notre résolution fonctionne. Donc on va faire un NSLookup et on va marquer tout simplement cloud1.tssr29.local. Et normalement, ça devrait donc nous afficher 192.168.5.101 puisque c'est ce que j'ai marqué dans mon DNS. On vérifie ça ensemble et effectivement, on a bien la bonne adresse. On peut vérifier évidemment les deux autres. Donc on fait la même chose, tssr29.local et cloud3.tssr29.local. Et là, on vient donc de terminer la quatrième étape qui était tout simplement de faire une résolution DNS depuis une VM Windows 10. On va maintenant passer à la cinquième étape qui est d'installer sur une VM Ubuntu 18.04 un serveur Telnet. Ça prend vraiment 30 secondes à faire. Donc pour ça, rien de plus simple pour installer Telnet, il va tout simplement falloir
aller dans un terminal. Alors je vais passer en route pour pas être embêté, mais vous pouvez très bien faire un sudo, ça revient au même. Et on va tout simplement faire un apt install telnet d. Alors faut pas oublier le d puisque c'est un serveur. Donc là normalement la lecture des paquets se fait et telnet est donc déjà quasiment installé. C'était vraiment très rapide. Une fois cela fait, on va passer donc à la sixième étape qui est, depuis Windows 10, lancer une connexion Telnet vers Ubuntu 18.04 et capturer le mot de passe Telnet à l'aide de Wireshark. Donc bien évidemment, il va falloir déjà installer Wireshark sur Windows 10. Alors pour installer Wireshark, c'est très simple. On va donc le télécharger évidemment sur le site officiel. Alors vous pouvez le faire sur votre client physique et le transférer. Vous double-cliquez Wireshark Windows 64, etc., etc. On clique sur accepter. Suivant. Ici, on lit évidemment toutes les choses. On va aller dans Tools et on va tout cocher. Ensuite, on va cliquer donc sur suivant. Je vais me mettre un petit icône sur le bureau. Suivant, suivant. Alors on est sur une VM, hein, donc peu importe où on l'installe. Suivant, on installe et c'est parti. Alors une fois que Wireshark est installé, on va tout simplement le lancer. Donc ça ressemble à ça. On va cliquer sur Ethernet 0. On va tout simplement sélectionner Telnet. Hop, on va le mettre là-dedans. Ça affichera que le Telnet. Et on va maintenant pouvoir commencer notre connexion. Donc la même chose, petite subtilité pour le Ubuntu, on le rappelle, mais lors d'une installation de base, les cartes réseau sont mis en NAT. On va le passer donc en LAN segment. On va vérifier évidemment, après avoir changé la carte réseau, qu'on nous a bien attribué une bonne adresse IP. Donc ici 192.168.5.31, c'est parfait. Ils sont dans le même réseau puisque le client Windows, lui, avait eu l'IP 5.30. Alors maintenant, il est temps de faire notre connexion entre notre client Windows et notre client Ubuntu. Seulement, petit bémol, Windows, pour utiliser Telnet, il va falloir l'activer. Alors, il y a deux méthodes, une méthode rapide et une méthode lente. Moi, je vais utiliser la méthode rapide. La méthode lente, c'est d'aller dans le panneau de configuration, d'aller à droite à gauche pour essayer d'activer Telnet. On va pas faire ça, on va utiliser la méthode rapide. Donc, pour ce faire, on va ouvrir un CMD en administrateur. J'insiste sur administrateur, sinon ça ne passera pas, il faut certaines permissions. Hop, nous voilà dans notre CMD et on va tout simplement utiliser notre commande. Alors vous voyez qu'elle se lance directement pour moi puisque c'est un copier-coller. Je vous invite à mettre pause dans la vidéo pour tout simplement l'écrire vous-même. Donc dism espace /online espace enable feature espace /feature name .telnet client. Ça prend vraiment 2 secondes à taper, c'est très rapide. Et donc, ça va tout simplement lancer l'activation de la ou des fonctionnalités. Ça peut prendre un peu de temps. Moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas vraiment besoin d'attendre. Donc, une fois que Telnet est activé sur notre Windows, on va pouvoir tout simplement lancer la connexion. Alors, évidemment, on vérifie bien que la capture est en cours sur Wireshark et on va tout simplement faire un Telnet 192.168.5.31 qui est l'IP de notre Ubuntu où on a installé Telnet D. Donc, c'est parti. On va avoir une demande de login et une demande de mot de passe. Alors moi, mon login, c'est stagiaire et mon mot de passe, c'est password. Et donc à présent, on va pouvoir vérifier avec Wireshark qu'on a bien en clair notre login et notre mot de passe. Alors pour ce faire, c'est très simple. On est sur Wireshark, on va un petit peu agrandir tout ça. On voit qu'il y a énormément de protocoles Telnet qui passent. On va faire un clic droit. On va faire suivre flux TCP et là on peut voir Ubuntu login stagiaire et password CFIAC. Et ça c'est honteux. On va maintenant passer à la question 7 qui est de mettre en place un portail captif. Et donc pour ce faire, on va tout simplement aller dans service et dans captive portal. Alors ici tout simplement on va marquer portail captif. Alors il ne faut pas d'espace, sinon ça marche pas. Donc je crois qu'on peut mettre un tiré du 8. Donc là on va cliquer sur enable captive portal. On va sélectionner l'interface qu'il nous faut. Donc moi personnellement c'est la LAN. On va mettre ensemble quelques petites informations, notamment le maximum concurrent de connexion, c'est le maximum de connexion simultanée. Donc moi je vais le mettre à 10. Ici c'est le temps en minutes que va mettre le client à se déconnecter pour une activité. Donc on peut mettre par exemple un quart d'heure. Ici trafic quota mégabytes, on va tout simplement limiter le trafic, donc moi je vais mettre 2000. Ici on va limiter l'utilisation de la bande passante, donc là par exemple default download et default upload on peut mettre 50 et 50, donc c'est en kilobits par seconde. Ici on va pouvoir choisir donc un logo, moi j'en ai pas, et une background image, donc on peut choisir un fichier directement, et c'est tout.
On va maintenant sauvegarder, tout simplement. Donc ça y est, notre portail captif est mis en place et on va pouvoir y accéder. Là évidemment, dans le TP, ils nous ont pas demandé de créer d'utilisateur, ils nous ont pas demandé de créer de mot de passe, ils nous ont juste demandé de créer un portail captif. C'est-à-dire, quand vous vous connectez, vous avez cette page d'accueil, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus à faire. Donc comment on va tester le portail captif? C'est très simple, on va tout simplement ouvrir une page de navigateur, donc 192.168.2.1, et donc on voit ici par miracle que notre portail captif est actif, qu'on a juste à appuyer sur ça. Alors là ici par exemple, on pourrait pu écrire les conditions d'utilisation, et on clique sur Login. On va maintenant passer à la 8e étape qui est de rajouter une DMZ sur notre pfSense avec le réseau 192.168.10.0/24. On va maintenant passer donc à la création de la DMZ. Donc déjà pour commencer, il va vous falloir une carte réseau en plus sur votre pfSense. Donc on va aller dans Settings, on va faire Ajouter, Network Adapter, LAN segment 2 et on va d'ailleurs le renommer en DMZ pour l'occasion. Voilà. On clique sur OK, Là normalement il va y avoir un petit chargement. Alors pour faire notre DMZ, on va aller dans Interface, Assignment, on va cliquer sur Add pour ajouter au PT1 et on va cliquer dessus. Ici on va la renommer DMZ, donc DMZ. On va laisser une configuration en IP statique IPv4. Ensuite, on va mettre donc une adresse IP qui nous a été demandée dans le TP, donc 192.168.10.1 en /24 et on va cliquer sur Save. Et maintenant, on va aller dans Interface et on voit qu'on a une interface DMZ et qu'elle est fonctionnelle. Donc une fois la DMZ installée, on a fini la 8e étape. On va pouvoir passer à la 9e qui est d'installer sur la DMZ un serveur IIS accessible depuis le réseau LAN. Donc on va devoir lancer un Windows 10 et une connexion HTTP vers la page de IIS avec l'adresse IP de Windows Server. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une VM Windows 10 et d'une VM Windows Server avec IIS d'installer. Donc pour commencer, bien évidemment, on va passer notre serveur Windows dans la DMZ puisque c'est ce qui est demandé. Donc pour ce faire, on va dans Network Adapter, on va dans le LAN segment et on lui met donc le LAN DMZ qui a été attribué à notre DMZ et on va pouvoir lancer le serveur. En attendant que notre Windows Server démarre, on va faire le DHCP de la DMZ, puisque oui, logiquement, la DMZ a besoin d'un DHCP pour fonctionner, le Windows Server a besoin d'une IP, et c'est normal. Pareil que le DHCP tout à l'heure, on va aller dans DHCP Server, et là, comme vous pouvez le voir, on a une partie DMZ qui est apparue, puisque c'est aussi un réseau LAN, mais DMZ. On va faire Enable DHCP Server on DMZ Interface, Ignore Bootp Queries, et on va tout simplement faire une range basique, donc 192.168.10.50 à 192.168.10.60. Voilà, c'est très bien, il n'y aura pas 50 000 IP sur notre DMZ et c'est normal. Donc dans un premier temps, avec notre Windows Server, on va bien vérifier qu'on est dans la DMZ. Donc là, évidemment, mon DHCP a fonctionné, donc je suis en 192.168.10.50 et on va pouvoir installer IIS. Pour ce faire, on va dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. On va cliquer sur Suivant, Suivant, Suivant. Et on va venir chercher Serveur Web IIS. Ajouter des fonctionnalités, Suivant, ça va se faire tout seul. Suivant, Suivant, Suivant. Installer. Et c'est parti. Une fois notre IIS installé, on va tout simplement vérifier qu'il fonctionne. Donc pour ça, très simple, vous allez juste marquer l'adresse IP de votre Windows Server. Et voilà. On est bien sur le site de base de Windows Server. Et donc maintenant, même chose côté client Windows. On va taper donc l'IP de notre serveur. On voit encore une fois qu'on a le captif portail. On va se connecter dessus. Et là, normalement, on le voit déjà en haut à gauche, mais on est bien sur le IIS Windows Server. Donc on a réussi. On va maintenant passer à une étape importante, l'étape 10, qui est d'autoriser depuis la DMZ le ping vers le LAN et faire un ping du serveur IIS vers le Windows 10. Alors bien évidemment, dans un premier temps, on va vérifier que ça ne fonctionne pas. Donc on va ping l'adresse IP de notre client Windows, qui est 192.168.5.30. Et bien évidemment, ça ne fonctionne pas. On va devoir donc faire une règle de firewall pour accepter ça. Donc maintenant, on va faire notre règle de firewalling. On va donc aller dans Firewall, dans Rule, dans DMZ,
On va cliquer sur ajouter, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune règle actuellement. Alors, on va donc aller dans Action, on va sélectionner Pass pour autoriser tout ce qui se passe sur l'interface DMZ en IPv4 et on va sélectionner tous les protocoles. Normalement, on devrait sélectionner ICMP puisque c'est ce qui est utilisé pour ping, mais là pour le coup, vu ce qu'il y a à faire après, on va sélectionner ANY. En source, on va mettre ANY et en destination ANY. Le but étant tout simplement de ping. On applique Change et on clique sur Monitor pour reload le firewall. Une fois que c'est fait, on va aller donc sur notre Windows Server. On va faire tout simplement un CMD et on va ping l'adresse 192.168.5.30 qui correspond à notre client Windows. C'est fait. Cependant, il se peut que vous ayez rencontré certains problèmes. Ces problèmes viennent du fait qu'on a mis en place un portail captif. Si vous avez fait comme moi, et j'ai mis beaucoup de temps à trouver le problème, vous avez sûrement limité la vitesse de connexion à 50 kilobits. Puisque moi, vous vous souvenez, j'avais marqué 50. Ça, c'est un problème qui bloque le ping. Donc moi, pour le coup, si vous avez ce problème, j'ai désactivé le portail captif. Faites de même. De toute façon, normalement, vous avez déjà pris vos screenshots pour le TP. Vous avez déjà fait ce qui était à faire. Donc c'est pas grave de le désactiver, ça ne changera strictement rien. C'est juste que là, j'avais trop limité la connexion. Du coup, rien ne passait. Prochaine étape, c'est l'étape 11, faire une connexion RDP, donc un bureau à distance, depuis le Windows 10 vers le serveur IIS qui se trouve sur la DMZ. Donc la même chose, il aurait fallu faire une règle de protocole, mais comme je vous l'ai dit, on a déjà tout autorisé, donc normalement ça fonctionne déjà. Donc on va se rendre sur notre serveur Windows, on va aller dans serveur local, et on va activer le bureau à distance qui n'est normalement pas activé. On va autoriser les connexions à distance de cet ordinateur et on va décocher cette case qui aurait bloqué. On va appliquer et cliquer sur OK. Normalement, si vous attendez quelques secondes, bureau à distance va passer en activé. Sinon, au pire, vous redémarrez votre serveur, ça ne changera rien. On va maintenant aller sur notre client Windows et on va taper bureau à distance, connexion de bureau à distance. Normalement, on a une petite interface qui s'affiche comme suit. On va taper donc l'IP de notre serveur, donc 192.168.10.50 et on va cliquer sur connexion. Ça va nous demander un mot de passe et un nom d'utilisateur. On accepte la connexion et du coup, c'est fait. On peut se connecter à notre Windows Server. On rentre le mot de passe, il n'y a pas de souci et vous voyez qu'on est bien en RDP sur notre Windows Server grâce au client Windows. On va maintenant passer à la 12e étape qui est de mettre en place sur le LAN de la QoS avec 30 mégabits seconde en download et 10 mégabits seconde en upload. Donc encore une fois, ça va se passer sur le site de pfSense. On va aller dans Firewall, dans Traffic Shaper, on va aller dans Limiter et là, on va devoir créer donc deux limiteurs, un en upload et un en download. Ça fonctionne par paire. Donc on va créer un nouveau limiteur, on va l'appeler upload. Donc là, comme indiqué sur le TP, on va mettre donc 10 mégabits en upload. Donc ça, c'est la bande passante. Donc une fois ça fait, on va juste mettre une description. Donc là, je vais mettre limite upload 10 mégabits par seconde. Donc c'est juste une description, vous marquez ce que vous voulez. Et on va cliquer sur sauvegarder. On va appliquer les changements et on va créer un deuxième limiteur. Ce limiteur là, ça s'appellera download. Donc comme pour le premier cette fois, ça va être 30 mégabits par seconde. Et on va mettre une description, donc la même chose. Une fois que c'est fait, on va aller dans Firewall et dans Rule. Donc une fois dans Rule, on va aller dans LAN, on va sélectionner celui-là, on va cliquer sur le petit crayon. Ensuite, on va descendre en bas, Extra Option, Display Advanced. On descend, In Out Pipe, on va mettre Upload et Download. Ensuite, on clique sur Save et c'est fait. Et donc maintenant, il est temps de tester bien évidemment notre QoS et notre limiteur de 30 mégabits en download et de 10 mégabits en upload. Donc pour ça, c'est très simple. Vous connaissez, je pense que tout le monde en a déjà fait, même moi, vous voyez. On va taper donc Speed Test et on va aller sur n'importe quel lien. On peut même utiliser celui-là. Donc on va aller sur Speed Test Dookla, c'est le plus connu, c'est le plus utilisé. Les autres sont pas forcément très fiables. On va cliquer sur Go et c'est parti, vous allez bien voir que la limite est en place comparée à une connexion normale. Donc là, le maximum, ça va être de 30 mégabits seconde. Donc là, on est à 21, donc ça montre qu'on peut aller jusqu'à 30. Et le maximum en upload, ça sera 10 mégabits seconde. Et vous voyez que là, ça dépasse pas, bien évidemment, les 10 mégabits par seconde. Et donc vous voyez que si je le fais depuis chez moi, là il n'y a aucun souci, on est sur le physique, il n'y a pas de firewall, donc ça envoie et ça reçoit au maximum.
Très bien, on va maintenant passer à la question 13 qui est mettre en place un proxy et bloquer le site de cefiac.fr et le site de maxifoot.fr. Alors nous, on va juste bloquer cefiac.fr, ça sera beaucoup plus rapide. Bien évidemment, pendant le TP, il fallait bloquer les deux. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, il va falloir mettre à jour pfSense, puisque normalement, si vous avez fait comme moi, vous avez installé la 2.4.5 et Squid. Donc on va installer pour faire le proxy est seulement disponible en 2.6.0. Donc là, on voit par exemple version 2.6.0 is available. Donc c'est parti, on va dans Système, on va dans Update et on va mettre à jour. Donc ne vous inquiétez pas si la mise à jour est très longue, moi ça a duré plus de 20 à 25 minutes à peu près. C'est normal, ça prend du temps. Donc une fois que la mise à jour est terminée, on va aller dans Système et Package Manager. Donc on va aller ensuite dans Available Package. Et là, on en a beaucoup. Et donc, une fois ici, on va chercher à installer un serveur Squid. C'est la référence du serveur proxy. Donc, il est ici. On va cliquer sur Install et confirmer. Donc là aussi, ça peut prendre du temps. Donc, une fois que c'est installé, on va aller dans Service et dans Squid Proxy Server. Bien évidemment, la première chose à faire, ça va être de l'activer. Donc, en cliquant sur Check to Enable the Squid Proxy. On va sélectionner là où on veut que le proxy y fonctionne. Donc moi, ça va être sur le réseau LAN. Ici, dans Login Setting, on va cliquer sur la petite case This will enable the access log. Donc ça permettra d'avoir des logs, tout simplement. Ici, on va mettre FR dans Error Language et on va sauvegarder. Ensuite, on va redescendre un peu et on va activer le mode transparent. Donc en gros, ça fera que nos clients seront obligés de passer par le proxy. Maintenant que notre proxy est mis en place, on va retourner dans Squid Proxy Server et on va aller dans ACL. Donc une fois dans les ACL, on va pouvoir tout simplement bloquer certains sites. Donc moi pour le TP, je vais bloquer cefiac.fr et je vais sauvegarder. Et maintenant pour que tout cela fonctionne, il va falloir créer un certificat SSL qui sera propre à notre client. Donc pour ça, c'est très simple, on va aller dans Système. Ensuite, on va aller dans Certificat Manager. Donc ensuite, une fois qu'on est ici, on va cliquer sur Add et là, on va devoir créer un certificat. Donc moi, le nom, ça sera cefiac_blocage. Et on va sauvegarder. On va ensuite se rendre dans Service, dans Squid Proxy Server. Ici, on va aller dans SSL Man in the Middle Filtering. On va Enable SSL Filtering. On va bien évidemment sélectionner le LAN. Ici, on va faire Do Not Verify Remote Certificate et Set CN Property, Set Common Name. Ici, en CA, bien évidemment, on va prendre cefiac_blocage et on va sauvegarder. Et donc, une fois que tout cela est fait, donc qu'on a configuré, qu'on a mis la blacklist, qu'on a configuré le certificat SSL, qu'on a bien évidemment créé un CA, qu'on a fait tout ça, c'était un peu long et franchement, c'est la partie la plus compliquée du TP. On va maintenant avoir ce moment de vérité de savoir si cefiac.fr est bien bloqué. Donc on va ouvrir un navigateur internet et on va tout simplement taper cefiac.fr. Et là, comme on peut le voir, l'erreur suivante s'est produite en essayant d'accéder à l'URL https://cefiac.fr. Accès interdit. Donc c'est bon, le proxy a bien fonctionné et on a réussi. On va maintenant pouvoir passer à la 14e question qui est de mettre en place un VPN avec OpenVPN et en prime la 15e qui est de lancer une connexion VPN depuis le Windows 10 et faire un ping dans l'interface LAN du pfSense. Donc on est parti pour l'installation d'OpenVPN. Alors c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps et qui est assez compliqué. Donc je vous conseille de bien écouter parce qu'à la moindre erreur, il faudra tout recommencer. Et je vous conseille de prendre une bonne snapshot avant de commencer d'ailleurs. Donc c'est parti, on va aller dans Système, Certificat Manager. Et là, on va créer une autorité de certification, donc une CA. On l'a déjà fait, ça vous connaissez. Donc on va l'appeler CA-VPN pour le coup. Ensuite, à Common Name, on va mettre la même chose, CA-VPN. Ensuite, on va remplir quelques informations, notamment le pays, la ville, etc., etc. Et on va cliquer sur Save. Comme vous pouvez le voir, mon CA est donc à présent créé, il est ici. Maintenant qu'on a créé notre autorité de certification, il va falloir créer un certificat. Donc on va dans Certificate, on appuie sur Add et c'est parti. Donc c'est parti, Descriptive Name, je vais l'appeler CertiveVPN. En Certificate Authority, moi je vais utiliser l'autorité que j'ai créée, donc CA-VPN. En Common Name, on va marquer exactement la même chose, donc Certif-VPN. Et pour finir, on va cliquer donc sur Server Certificate dans Certificate Type. Et ensuite, on va cliquer sur Save. Ensuite, on va donc créer un utilisateur pour ce VPN, bien évidemment, puisqu'il faudra se connecter. Donc on va dans Système, User Manager. Donc tout simplement, on va appuyer sur le bouton Add. On va donner un nom à notre utilisateur. Donc moi, je vais l'appeler utilisateur VPN. En mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4 et
1, 2, 3, 4, tout simplement. Ensuite, on va descendre et on va cliquer sur Certificate. Descriptive name, on va rentrer donc certificat user VPN par exemple, et on va mettre en certificat autorité CA-VPN. Et on va sauvegarder. Donc là, c'est bon, on a notre utilisateur du VPN. Et donc pour vérifier que ça a bien fonctionné, on va aller dans Système, Certificate Manager, Certificate, et là, on voit bien que notre user certificate a été créé en plus de celui qui était déjà là, donc le serveur certificate. Donc une fois que c'est fait et que tout a bien fonctionné, on va aller dans VPN, OpenVPN, et on va tout simplement ajouter un nouveau serveur. Et là, il va falloir donc configurer tout ça. Ça va prendre un peu de temps. Donc pour commencer, on va donner une description. Donc on va l'appeler VPN-serveur. Voilà. Server mode, on va mettre Remote Access SSL plus User Auth. Donc ça, c'est tout simplement pour pouvoir s'y connecter avec un mot de passe à un utilisateur avec la local database. L'interface, on va pas garder le WAN, mais on va garder le LAN puisque ça se passe dans notre LAN. Server certificate, on va mettre certif-vpn, server yes, ca.ca-vpn. Ensuite, on va donc indiquer le réseau qu'on va utiliser pour le tunnel VPN. Donc moi, ça sera 192.168.7.0. Ensuite, on va donc avoir IPv4 Local Network. Donc ça va être les réseaux qu'on veut rendre accessibles par le VPN. Donc on va tout simplement rentrer 192.168.5.0 et un espace 192.168.2.0/24. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, on va sauvegarder. Comme on peut le voir, donc notre serveur est là, interface LAN. Une fois que tout ça c'est fait, on va donc aller dans System, dans Package Manager, dans Available Package, et on va chercher OpenVPN. Ici, on peut voir OpenVPN-client-export, on va l'installer. Et donc, une fois que l'installation est faite, on va retourner dans VPN et dans OpenVPN. On voit qu'on a donc maintenant client-export qui a été ajouté. Donc, Remote Access Server, on ne peut pas changer. Hostname résolution, on laisse interface IP adresse. Donc là, une fois qu'on est dans OpenVPN, client-export, on voit qu'en fait, il n'y a quasiment rien à faire. On va juste save as default. Et donc maintenant qu'on en est là, on va devoir télécharger donc une archive. Donc on va faire celle-là, bundle configuration. On clique sur archive, ça nous lance donc un .zip qu'on va mettre sur notre client Windows. Et on va aussi télécharger donc current Windows installer ici. Donc maintenant il va falloir faire une règle sur notre firewall pour que le VPN fonctionne. Donc on va aller dans firewall, rule, on va sélectionner le LAN, on va créer donc une nouvelle règle, l'action passée sur l'interface LAN, adresse family IPv4. Protocole, ça sera donc UDP. Donc ici, dans source, on va laisser NI et dans destination, on va mettre LAN adresse et le port 1194. Ici, en description, je vais mettre accès VPN et on sauvegarde. Alors maintenant, on va devoir créer une règle dans OpenVPN. Ici, on voit qu'il n'y a aucune règle, c'est les règles du VPN. On va en ajouter une. Et là, puisqu'on ne veut pas se prendre la tête, on va juste laisser tout passer et on va sauvegarder. On applique les changements. On clique sur Monitor pour reload plus rapidement. Une fois que tout cela est fait, on va retourner donc sur notre client Windows. On voit que là, on a donc notre installateur. Normalement, bon, vous l'avez installé, il n'y a pas de souci, c'est OpenVPN GUI, ainsi que notre fichier archive. Donc, on a décompressé, etc. Donc là, on va devoir se rendre dans C de programme OpenVPN et dans config. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous êtes dans votre OpenVPN config, vous supprimez tout ce qu'il y a et vous remplacez par ce que vous avez téléchargé, donc l'archive. Si c'était vide de base, vous avez juste à ajouter l'archive dedans. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir donc se connecter. Donc pour ça, on va tout simplement ici se connecter. On va rentrer notre nom d'utilisateur. Donc moi, c'était utilisateur VPN et le mot de passe. Donc moi, c'était 1, 2, 3, 4. Là, ça y est, on est connecté. Pour preuve, on a la petite icône en vert en bas à droite. pfSense UDP, utilisateur VPN est désormais connecté. Adresse IP assignée 192.168.7.2. Donc on peut même vérifier dans le CMD. On fait un IP config. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une adresse VPN. Et donc maintenant, l'objectif, ça va être de ping l'interface LAN de notre pfSense. Donc pour ça, on va ouvrir un CMD. On va aller voir tout simplement l'adresse LAN de notre pfSense. On voit que c'est 192.168.5.1. Donc c'est parti. Ping 192.168.5.1. Et on voit que tout fonctionne. Et ça y est, le TP est terminé.
Sur ce, j'espère que cette correction du TP vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous coincez sur quelque chose. J'essaierai de vous aider au mieux, même si c'est quand même un TP assez compliqué dans l'ensemble. Voyez, si vous avez été attentif, que je l'ai commencé vers midi et qu'il est actuellement quasiment 20 heures. Bon, évidemment, j'ai le montage, j'ai le tournage des voix, j'ai pas mal de choses à faire en même temps, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un TP compliqué. Je peux comprendre que beaucoup de monde ait eu des difficultés à le faire, mais faut pas se laisser abattre, faut essayer de faire ce TP coûte que coûte. Et sur ce, ciao!